Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui de l'un de nos voyages l'automne prochain. Il s'agit d'une croisière en train. Je vais à nouveau utiliser cet étonnant néologisme de croisière pour un circuit que nous proposons dans la seconde moitié du mois d'octobre dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. Pour cela, nous allons rejoindre le train espagnol Al-Andalus. Alors, ce n'est pas la première fois que nous vous proposons de voyager à bord d'un train espagnol, d'y séjourner. Pendant une semaine, on a eu plusieurs fois l'occasion de le faire dans le nord-ouest de l'Espagne avec le Transcantabrico et plus dernièrement avec le Costa Verde Express. Cette fois-ci, ce sera à bord du luxueux train Al-Andalus. Nous y passerons une magnifique semaine à découvrir ou redécouvrir l'une des plus belles régions espagnoles, un concentré d'histoire, de culture, de patrimoine architectural et culinaire, un itinéraire qui nous permettra de rejoindre les grandes et célèbres villes andalouses, comme les petits villages pittoresques, de parcourir les territoires où s'épanouissent les mers d'oliviers et les vignes centenaires. Alors, commençons par quelques mots sur le train lui-même puisque c'est un véhicule, on va dire, chargé d'histoire, hein. Ces voitures, la plupart provenant de la Compagnie internationale des wagons-lits, étaient utilisées par la monarchie anglaise pour traverser la France, on est dans les années 20, traverser de Calais à Nice. Le train à l'Andalous de nos jours, eh bien, c'est l'un des plus longs trains en circulation sur le réseau ferré espagnol, avec ses 450 mètres de longueur, l'équivalent d'un gratte-ciel de 150 étages, qui serait à l'horizontale. Ces 14 wagons peuvent accueillir plus de 70 passagers. On va y trouver 2 voitures dédiées au restaurant, une autre pour la cuisine, un bar, salle de jeu, des salons et puis 7 wagons pour, les cabines que nous utilisons tout au long du voyage. C'est dans un décor soigné, confortable, inspiré par la belle époque, celle des années 1920, que l'on passera donc d'une escale à l'autre, que l'on dînera également. La cuisine andalouse avec ses produits exceptionnels, ses recettes typiques, il sera pleinement célébré. Ce train, c'est un véritable petit bijou, modernisé bien sûr, restauré avec son mobilier marqueté, laqué, ses fauteuils en cuir. Quant aux cabines, eh bien, vous avez le choix entre 2 catégories. La catégorie grande classe, dont les lits sont escamotés pendant la journée pour vous permettre bien de profiter d'un plus grand espace dans la cabine et surtout de voir ces paysages en confort de ce qui devient un peu un salon personnel. Et la catégorie suite de luxe avec un grand lit, un espace un peu plus important. Les 2 catégories possèdent les mêmes équipements, à savoir un coffre, minibar, une climatisation, sans oublier une salle de bain individuelle, le tout dans un décor aussi cosy que le reste du train. Alors, d'ailleurs, une toute petite vidéo pour vous donner envie de voyager à bord du Al-Andalus. Alors, cuando el destino es el tren, alors je suis pas tout à fait, d'accord avec, cette dernière phrase en espagnol, hein, quand le train est la destination, d'autant que, c'est l'Andalousie que nous allons, redécouvrir au rythme des rails à travers 7 escales. Je ne vous apprends pas grand-chose si je vous rappelle que l'Andalousie est l'une des 17 régions ou communautés du Royaume d'Espagne. C'est la plus méridionale, avec une petite fenêtre sur l'Atlantique à l'ouest et largement ouverte sur la Méditerranée à l'est. À part le Portugal à l'ouest, bien sûr, son plus proche voisin, eh bien, c'est le Royaume-Uni avec le rocher de Gibraltar et de l'autre côté du détroit, on a le royaume du Maroc. L'Andalousie, c'est aussi une des grandes régions espagnoles avec ses 90 000 km², peuplée de presque 9 millions d'Espagnols. Si l'industrialisation a touché, on va dire, surtout les grandes villes de la région, c'est son agriculture, autrefois extensive, plus intensive de nos jours, qui fait sa richesse. Un des éléments de sa culture aussi, hein, cette agriculture, bien sûr, pense forcément au fier andalou sur son cheval, au feria qui anime le calendrier des communautés andalouses.
L'Andalousie a séduit tant d'aventuriers, de conquérants, à commencer par, alors très loin de nous, les Phéniciens qui n'hésitaient pas à traverser toute la Méditerranée pour venir chercher là le fer, le cuivre, l'argent qui leur manquait. L'Andalousie a séduit aussi, bien sûr, les Grecs, les Romains, les Visigoths, les Vandales, qui vont y laisser leur nom. Enfin, au début du 8e siècle, les Arabo-Berbères n'eurent qu'à traverser le détroit de Gibraltar pour s'emparer de ce qu'était finalement un faible royaume wisigoth. L'Andalousie d'aujourd'hui, c'est bien sûr l'héritière de l'Antiquité, mais également de son Moyen Âge, un Moyen Âge qui a été si différent du reste de notre Europe. Dans cette région, comme dans le reste de la péninsule, vont se succéder d'ailleurs des différentes dynasties musulmanes qui viennent d'Orient ou d'Afrique du Nord, les Omeyyades, les Abbassides, les Almoravides, les Almohades. À partir du XIIIe siècle, Al-Andalus, eh bien, c'est le dernier bastion musulman de la péninsule ibérique, la dernière terre à résister à la Reconquista des rois très catholiques. C'est une terre de coexistence, juifs, musulmans, chrétiens vivent ensemble, sans tomber dans un angélisme qui n'est pas vraiment de bon augure, et parler d'un Eldorado spirituel, voire même de tolérance. Ils nous ont laissé, ils coexistaient plus qu'autre chose, ils nous ont laissé un patrimoine tout à fait exceptionnel. Une fois reconquise, eh bien, cette région va continuer cette expérience particulière, notamment à travers l'art, à travers l'architecture qu'on va appeler mudéjar. Elle sera une des facettes de cette odyssée culturelle que nous allons débuter en fait à Malaga. On aura atteint Malaga par avion, bien sûr, depuis Paris, laissant déjà au mois d'octobre un peu les frimas de l'automne. Et après une nuit à l'hôtel, eh bien, nous rejoignons l'équipage du train en ayant au préalable découvert la ville de Malaga. Ce sera notre première découverte, cette ville de Malaga. Alors c'est vrai qu'au mois d'octobre, eh bien, l'Andalousie nous promet de belles journées ensoleillées. On n'a plus la chaleur écrasante de la période estivale. C'est l'automne et c'est vrai que c'est idéal pour se promener, déambuler sur les sites historiques comme celui de Malaga. Malaga, c'est une grande ville, c'est la sixième du royaume. On est à 200 km de Séville. Alors, elle n'est pas inconnue, c'est la ville natale de ce géant de la peinture du XXe siècle, j'ai mis ici à l'image, Pablo Picasso. C'est aussi la ville du boom touristique qui a lieu sur les côtes méditerranéennes à partir des années 70 en Espagne. Mais Malaga, c'est aussi l'une des plus vieilles villes d'Espagne, une ville fondée par les Phéniciens, disputée aux Visigoths par les Byzantins. Sous la domination musulmane, eh bien, et la fragmentation du califat qui a lieu dès le XIe siècle. On va voir apparaître des petits royaumes, on appelle ça les royaumes taïfas. Eh bien, le prince de Grenade veut protéger sa ville de la menace chrétienne. Il décide donc d'édifier au pied du mont Gibralfaro une forteresse. Cette forteresse, ça sera l'Alcazaba. Et une Alcazaba, donc celle de Malaga, faite de briques, de pierres. Elle s'appuie sur les ruines du théâtre romain, d'ailleurs largement pillé pour sa construction. C'est une forteresse, mais c'est aussi la résidence des gouverneurs pendant la période de l'époque musulmane. Après la reconquête chrétienne, Al-Qathaba va recevoir aussi les princes chrétiens. On aura Philippe IV, Charles III d'Espagne. Au fil des siècles, les restaurations vont s'accumuler, pas toutes aussi judicieuses les unes que les autres, mais l'Alcazaba reste le témoignage le plus frappant de l'architecture militaire de cette période des taïfas, cette période des petits royaumes musulmans d'Espagne, sans oublier ces jardins où l'eau et l'art aux pierres animent un espace, certes confiné, mais à la vue imprenable sur Malaga, Malaga d'hier et celle d'aujourd'hui. Tout au long du voyage, on profitera des beautés de l'Andalousie, on va dire, naturelle et historique, mais également de sa gastronomie. Donc après une pause en début d'après-midi, on est en Espagne, donc on déjeune plutôt en début d'après-midi. C'est en autre cas que l'on rejoindra la grande ville de Grenade, où on embarquera donc à bord de notre train El Andalus. Alors, voilà, Grenade. Évidemment, la journée suivante est consacrée à ce trésor. Vous avez ici sous les yeux, en tout cas un de ces trésors, c'est quand même le plus visité.
au point d'ailleurs d'avoir été obligé de mettre en place un système strict pour limiter le nombre de visiteurs au quotidien. Et vous avez compris qu'il s'agit de l'Alhambra. L'Alhambra, c'est un vaste palais construit sur une colline. On le doit à une dynastie musulmane qui s'appelle la dynastie des Nasrides. Elle arrive au pouvoir, on est déjà au XIVe siècle, au gré des conflits qui agitent la péninsule, conflits avec les rois chrétiens, mais conflits également entre les princes musulmans. Les Nasrides sont en fait les vassaux du roi de Cassie. Ils vont l'aider à prendre Séville, à prendre Cordoue. C'est également une période de prospérité qui permet à chacun des princes du XIVe siècle bien d'agrandir, d'améliorer le palais. Et si l'architecture reste relativement simple, c'est la décoration qui devient exubérante, certains disent même décadente, un véritable bijou de l'art musulman. Par chance, les princes du siècle suivant eh bien, n'ont pas les mêmes moyens, ils sont plus pauvres, ils ne peuvent pas améliorer l'œuvre de leurs prédécesseurs. C'est ce qui a en partie permis de sauver l'Alhambra jusqu'à nos jours. Dans une succession de salles rectangulaires, on trouve les trois composants de l'art islamique: la calligraphie, la décoration florale stylisée et les arabesques et motifs géométriques. Alors, entre les salles, des cours, des patios dominés par des pièces d'eau, créant un espace de sérénité, de réflexion lumineuse, celle de l'architecture aussi environnante. Autre trésor, les jardins du Généralif, un palais d'été ajouté en dehors des murs. Voilà ici les jardins du Généralif. Donc un palais d'été ajouté en dehors des murs pour permettre aux souverains de se rafraîchir pendant les chauds mois de l'été, de montrer que l'eau aussi était abondante, une eau abondante parce qu'une eau maîtrisée. Enfin plus tardif, à l'époque de la Renaissance, Charles Quint fait ajouter son palais, on va dire, non pas pour détruire l'Alhambra, mais pour continuer à l'utiliser et à la préserver. Et tout comme ses prédécesseurs catholiques, vainqueurs du dernier émir de Grenade en 1492, ils avaient décrété que l'Alhambra, ce palais mauresque unique, ne pouvait pas être détruit au nom de la victoire chrétienne. Voilà pourquoi eh bien, il a survécu jusqu'à nos jours. Alors après une autre pause gastronomique, eh bien, on pourra profiter du centre-ville de Grenade, un centre historique qui s'est développé après 1492. On a dans ce quartier animé non seulement eh bien, un intéressant dédale de petites rues, de commerces, de bars, de restaurants, mais également la cathédrale de l'Incarnation. Dès la prise de Grenade par les rois très catholiques, Ferdinand Ier d'Aragon et Isabelle de Castille ont voulu restaurer la foi chrétienne. Dans l'édit de reddition, eh bien, les vainqueurs avaient promis la tolérance des juifs et des musulmans. Rapidement, les juifs ont le choix entre la conversion ou l'exil. Pour les musulmans, eh bien, les monarques attendront encore une dizaine d'années. Quant à la cathédrale, elle ne s'élèvera qu'au siècle suivant, conçue dans un style Renaissance, achevée au début du Xe siècle, en pleine période baroque. Cette cathédrale abrite également la chapelle royale où reposent les dépouilles de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de Castille. Au programme du troisième jour, eh bien, on aura bien sûr quitté Grenade, on va continuer ce voyage, pour rejoindre deux autres villes classées, elles aussi, au patrimoine mondial de l'humanité. Dominant la plaine qui l'entoure, on trouvera Baessa, une ville prospère, prospère grâce à évidemment son hinterland, ses céréales, l'huile qui y sont produites, une prospérité qui s'est accrue pendant la période musulmane. Ferdinand III la prend eh bien, dès le début du XIIe siècle et va la doter en fait d'immenses terres, un statut également de vie libre. Elle ne dépend donc pas d'un seigneur, seul seigneur auquel elle dépend, eh bien, c'est le roi. Une situation qui va permettre à cette communauté de se doter de magnifiques édifices publics. Fontaines, églises, hôtels de ville, places, sans oublier l'université et la cathédrale. Un formidable patrimoine qui a survécu au déclin démographique et économique de la ville dès le XVIIIe siècle. À moins de 10 kilomètres de Baïssa, eh bien, se trouve une autre très belle petite ville, c'est la ville d'Oubeda,
Là aussi, pour la région, on traverse une oliveraie, hein, fantastique d'ailleurs. La ville d'Ubeda, eh bien, elle a été détruite par le passage des Vandales. Elle a été relevée par un émir qui s'appelle Abdelrahman II. Et à la différence de Baeza, eh bien, sa population, à ce moment-là, va être majoritairement faite de convertis à l'islam. Elle est ceinte dans un premier temps d'un rempart au cours du IXe siècle. Et c'est surtout après la chute de Grenade, donc après, vers le XVe siècle, qu'elle va connaître un épanouissement sans précédent, profitant de sa position, on va dire, géographique, à la croisée des routes commerciales. Les familles nobiliaires qui sont installées là vont s'enrichir. Elles sont parfois proches des monarques, comme Francisco de los Cabos y Molina, qui n'est autre que le secrétaire d'État de l'empereur Charles Quint. Des familles qui rivalisent dans la construction et dans l'embellissement d'Ubeda. On va y construire eh bien, des palais, des églises. À l'époque de la Renaissance, Ubeda va posséder et possède encore 48 monuments historiques. On ne pourra pas tout voir, évidemment, mais on a un aperçu hein, de cette profusion qui a donné à Ubeda eh bien, un cachet tout à fait unique, tout à fait particulier. Toujours grâce à notre train à l'Andalous, on arrivera pour notre quatrième escale à Cordoue, ou la Courtouba des Omeyyades. Elle fut en fait la première capitale de leur empire en Occident, en concurrence au Xe siècle avec la superbe Bagdad. Cette magnifique Cordoue fut alors eh bien, la ville la plus peuplée d'Occident. Alors, on estime qu'il devait y avoir entre 250 à 500 000 habitants, une ville avec 600 mosquées, dotée de 900 bains publics, une ville si riche qu'elle fut pillée par les Vikings qui avaient remonté le cours du Guadalquivir. Cordoue, pardon, c'est aussi la ville natale de trois grands philosophes, Sénèque dans l'Antiquité, Averroès, Manimoïde, eh bien, pendant la période musulmane. Une ville qu'un calife va doter il va la doter de la plus grande bibliothèque de son temps, réunissant plus de 400 000 volumes. Mais Cordoue, c'est bien sûr la mosquée cathédrale, la mesquita, une mosquée construite sur plus de 2 siècles, à partir de la fin du 8e siècle, agrandi à 3 reprises, élevé sur en fait une ancienne basilique wisigothe de Saint-Vincent, réutilisant, bien sûr, réemployant une forêt de colonnes, plus de 1000 colonnes, toutes surmontées de chapiteaux aux origines hétéroclites. Cette mosquée couvre quelques 23 000 mètres carrés. C'est la plus grande mosquée après celle de la Mecque. Au lendemain de la reprise de Cordoue par Ferdinand III, eh bien, la mosquée reçoit un rite de purification catholique. Elle va être consacrée dans la foulée, mais elle va rester en l'état. Ce n'est qu'au XVIe siècle qu'elle va être un peu transformée. Elle se voit dotée d'une chapelle Renaissance. Alors, c'est une véritable prouesse des architectes du XVIe siècle, achevée pardon, par les artistes baroques du XVIIe siècle. La mesquita, dans son ensemble, est bien sûr inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Cordoue possède de nombreux monuments listés, comme ce pont romain avec ses 16 piles résistant au courant du Guadalquivir. Il fut pendant 20 siècles le seul moyen pour traverser le fleuve, pour passer du nord au sud de Cordoue. Par ailleurs, sur l'autre rive du Guadalquivir, eh bien, on peut apercevoir un petit monument, vous voyez là sur la gauche de l'image, un peu forme de queue de poisson et de livre. Sur sa pierre gravée, les mots d'un des plus grands poètes espagnols du XXe siècle. Il s'agit de Monsieur Federico García Lorca. Il était aussi un dramaturge né à la toute fin du XIXe siècle, à Vaqueros, près de Grenade. Alors, c'est vraiment un enfant andalou, issu d'une famille bourgeoise, entouré de femmes éduquées dans la musique, dans la poésie de Victor Hugo. Il va s'installer à Grenade pour ses études en littérature, mais il a un fort penchant pour la musique, également très proche de Manuel de Falla. Il va rejoindre plus tard Madrid, où il rencontrera Salvador Dali, Luis Buñuel. Sa première pièce de théâtre, va raconter l'amour impossible entre un cafard
et un papillon. On est dans l'avant-garde espagnole. C'est un homosexuel devant cacher sa véritable nature. Il connaît le succès, la reconnaissance artistique, collabore avec les surréalistes, Buñuel et Dali, notamment dans Le Chien andalou. Et puis, il va un temps s'éloigner de l'Espagne, passer par New York. Il revient au début des années 30, il revient en Espagne. Son succès s'est confirmé à la fois dans le monde, mais en Espagne. C'est un antifasciste notoire, sans être un militant. Il va quitter Madrid pour rejoindre Grenade dès le début de la rébellion franquiste, une Andalousie pourtant dominée par l'oligarchie proche évidemment des rebelles de Franco. Arrêté par la milice franquiste, eh bien, en août 1936, il est exécuté 3 jours plus tard, 3 jours après son arrestation. Son corps est jeté dans une fosse commune. On cherche encore son corps. Dans l'Espagne de Franco, eh bien, son œuvre est connue, inspirée par le folklore andalou. Eh bien, son œuvre est interdite jusqu'en 1953. Écoutez, ces quelques mots, vous pouvez les lire également. J'aime la terre, je me sens lié à elle dans toutes mes émotions. Mes plus lointains souvenirs d'enfant ont la saveur de la terre. Les bestioles de la terre, les animaux, les gens de la campagne inspirent, suggèrent de secrets messages qui parviennent à très peu d'entre nous. Je les capte aujourd'hui avec le même esprit que celui de mes plus jeunes années. Sans cela, je n'aurais jamais pu écrire Noces de sang, c'est l'une de ces pièces de théâtre les plus connues. Alors, au cours du déjeuner que nous prenons à bord du train, on quittera Cordoue pour rejoindre la ville de Ronda. Ronda, c'est une petite ville qui fait partie de ce qu'on appelle les Pueblos Blancos, les villages blancs. Si la ville fut à la tête d'un petit royaume berbère avec des remparts, on est au XIe siècle, elle fut prise 10 ans avant Grenade et ses terres vont être distribuées aux conquérants. La Reconquista, eh bien, va se solder ici par un effondrement économique et la ville ne retrouve sa prospérité qu'au XVIIIe siècle. Mais Ronda est connue pour 2 raisons. Premièrement, elle est divisée par une gorge très profonde, 170 mètres de profondeur, de près d'un demi-kilomètre de longueur. Cette gorge, on l'appelle El Tajo. C'est une fracture, on va dire, dans le tissu urbain, compensée, cette fracture, par 3 ponts qui font la liaison entre les différents quartiers, dont le plus ancien est de nos jours appelé le Pont Neuf. Il y a un paradoxe, le Puerto Novo, parce que en fait, les 2 autres, certes plus anciens, ont été reconstruits dans les années 60, donc ce n'est pas aussi vieux que le Puerto Novo. Alors, le Ponto Novo, pardon. Bien sûr, depuis les hauteurs de la ville, on a une superbe vue sur la plaine qui est en contrebas de Ronda. Autre point d'attraction de Ronda, ce sont ses arènes. Elles sont les plus connues, les plus anciennes d'Espagne, construites en 1784. Rien n'a changé, en fait, depuis la fin du XVIIIe siècle, à part les gradins de bois qu'on a dû reconstruire dans les années 1960. C'est d'ailleurs à Ronda qu'est née la tauromachie moderne, avec la mise à mort du taureau à la fin du combat. Parmi les aficionados de la corrida, ceux qui adorent la corrida à Ronda, eh bien, on peut citer Ernest Hemingway, qui était voilà, un aficionados local et dont une des rues qui mène évidemment ici aux arènes porte de nos jours le nom d'Ernest Hemingway. Notre cinquième escale, eh bien, elle va nous permettre de rejoindre la région de Cadix. On est dans la plaine de l'estuaire du Guadalquivir. On va passer la matinée dans la ville de Jerez de la Frontera et on profitera là aussi on va dire de 2 célébrités de Jerez. La première célébrité, ce qui fait la ville, ce qui la rend connue, eh bien, ce sont ses bodegas. Les bodegas, ce sont les caves des meilleurs producteurs de vin de Xérès. En français, on dit Xérès, en espagnol, on dit Jerez, que nos amis britanniques appellent également le sherry. C'est un trésor, on va dire, millénaire de l'Andalousie. Alors, s'ils l'aiment beaucoup, c'est qu'ils l'ont aussi rendu un peu, ils ont participé à sa renaissance au XIXe siècle. Ils l'appréciaient déjà avant, puisque Shakespeare fait dire à Falstaff, un bon Xérès a 2 effets. D'abord, il monte au cerveau,
Il éloigne les tristesses et sottes pensées qui l'enténèbrent. Il délie la langue et l'esprit. Ensuite, il réchauffe le sang et chasse la pusillanimité et la couardise. Donc, vous voyez, ça vous donne, ça vous libère l'esprit et ça vous donne de la force. Voilà un petit peu l'idée de ce Xérès. En tout cas, version Shakespeare. On aura l'occasion de goûter à ce vin fortifié dans une des caves évidemment de Xérès. Et puis, on profitera également de notre passage par la ville pour découvrir un autre, on va dire une autre facette de cette ville, c'est, l'existence, hein, des écoles équestres d'Espagne, en tout cas les plus élégantes, avec un spectacle qui nous révélera, eh bien, toute, justement l'élégance de ces chevaux andalous et puis également de leurs maîtres. Alors regardez un tout petit extrait de ce magnifique spectacle qu'on appelle Como bailan los caballos andaluces, comme on danse évidemment les cavaliers andalous. Regardez ça. Voilà, juste quelques secondes. Au 6e jour de notre balade ferroviaire, eh bien, on va visiter la belle Cadix, une des plus vieilles villes de notre continent, installée sur un éperon rocheux au bout d'un cordon littoral face à l'océan Atlantique. Une ville de soleil, d'histoire, de patrimoine. Elle fut la ville portuaire où les premiers navires du Nouveau Monde déchargeaient leur cargaison. Elle fut la victime de pirates anglais pour la plupart au XVIIIe siècle, mais également du séisme de Lisbonne en 1755 qui va entraîner un temps sa ruine. Face à l'adversité, notamment du blocus des Anglais, les Cortés, l'Assemblée nationale espagnole, va sceller là le futur, hein, du pays avec la première constitution espagnole, qui porte d'ailleurs le constitution, on l'appelle la PEPA, c'est-à-dire un peu la vieille, mais également la constitution dite de Cadix. On aura l'occasion de se promener et de découvrir son patrimoine, sa cathédrale, ses remparts, son théâtre romain ou encore son marché. Donc, très belle ville là aussi à découvrir. Et c'est bien sûr à Séville que nous quitterons notre train à l'Andalouse pour une visite d'apothéose dans la capitale andalouse. Séville, c'est la ville des superlatifs, la plus peuplée, la plus verte, avec ses jardins et ses parcs, la plus belle avec ses palais et monuments publics. Elle a souffert, bien sûr, de la concurrence de Cordoue, pendant la période musulmane. Elle est magnifiée par la construction de sa cathédrale à partir du XVe siècle, tout en ayant conservé aussi son passé, notamment avec le quartier de Santa Cruz, témoignage à la fois de l'importance de la communauté juive en Andalousie, mais également d'une architecture qui savait protéger ses habitants des excès du soleil, avec des ruelles étroites, escarpées, avec des milliers d'orangers créant un havre de fraîcheur. Séville a su aussi se tourner pardon, vers le futur sans oublier le passé. Alors il y a eu l'exposition universelle de 1992, mais plus loin de nous, celle de 1929, l'exposition ibéro-américaine. On a aménagé alors le parc Maria Luisa, la place d'Espagne, la place d'Espagne a été construite un demi-ovale, quelques 200 mètres de diamètre, symbolisant les bras ouverts de l'Espagne pour ses anciennes colonies. Un mélange stylistique qui associe le néo-renaissance, on va dire, avec les influences gothiques et Mudéjar, 50 000 mètres carrés de briques, de marbre et de céramique. Et puis, bien sûr, la cathédrale qu'on ne manquera pas de visiter. Elle a pris là aussi la place, hein, de la mosquée des Olméades. Elle a seulement conservé son minaret, l'incontournable, hein, c'est devenu vraiment l'icône un petit peu de Séville, la Giralda. Une cathédrale, là aussi de superlatif, avec peut-être pas la plus longue, mais au moins eh bien, c'est la plus large, avec la plus grande nef du pays, avec le décor aussi le plus fastueux, sans oublier, eh bien, voilà un petit peu ce décor. Vous avez sur la gauche la tombe
de Christophe Colomb, avec un corps qui a un peu voyagé après évidemment son décès, mais surtout, le reste, un vaste retable absolument magnifique, le retable gothique le plus, sculpté, le plus grand au monde, 45 tableaux représentant, les scènes de la vie du Christ. C'est à Séville que l'on passera également notre dernière nuit, avant le retour, qui n'est programmé que le, lendemain. Alors voilà, j'ai terminé, hein, cette évocation de notre, voyage en train et de ce, riche parcours qu'on vous propose pour cet automne 2024 en Andalousie. J'espère que vous avez apprécié mon enthousiasme et l'envie, que j'ai de vous faire découvrir cette extraordinaire, région espagnole. À présent, eh bien, c'est à vous de jouer, c'est votre enthousiasme à nous rejoindre qui fera le voyage. À très bientôt à Paris pour voler jusqu'à Malaga.